Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément. Vous avez forcément vu passer ces images sur votre fil Instagram d'un pote, d'un influenceur ou d'une personnalité qui a fait le marathon de Paris. Et vous avez peut-être aussi ce collègue qui s'est subitement mis à l'ultra trail, qui ne parle plus que de ça et qui fait 100 km par semaine. Mais peut-on vraiment faire un marathon quelques mois après avoir débuté la course à pied? Et l'ultra trail, est-ce vraiment fait pour tout le monde? Est-ce qu'on n'a pas trop tendance à banaliser les longues distances aujourd'hui? On va répondre à ces questions. Safe Pace, c'est parti. Comme chaque semaine, on retrouve l'équipe d'experts de Safe Pace, Charlotte Morel, championne d'Ironman, Fred Belovre, triple champion d'Europe de triathlon, et Hugo Tormento, double champion d'Europe de swimrun. Et avec nous aujourd'hui, on a deux invités prestigieux pour explorer notre sujet du jour. Surtout un. Surtout deux. Ophélie Meunier, salut Ophélie. Salut Hugo. Présentatrice sur M6, on te retrouve dans Zone Interdite, mais aussi dans La Grande Semaine. Mais tu es aussi une pratiquante assidue de course à pied. Tu as fait ton premier marathon l'été dernier. C'était au JO, le marathon pour tous, et tu prépares le prochain, le marathon de New York. New York de novembre. Ton témoignage de sportive amateur qui est devenu accro à la course à pied va parler à beaucoup de monde. Merci d'être là en tout cas, c'est super plaisir. Sympa. Merci. Salut Duncan. Hello. Duncan Péria, champion de France de marathon en 2022. Tu as aussi remporté en 2023 l'Ultra du Saint-Jacques, une course UTMB, un long trail de 126 km. Tu as couru le marathon en 2h09 cette année à Séville. Tu as l'habitude de courir très vite et très longtemps, donc tu vas pouvoir nous éclairer sur le sujet du jour. Ok, je vais faire au mieux. On remercie notre partenaire, l'hôtel Bloom House Hotel and Spa à Paris, qui accueille nos invités dans les meilleures conditions possibles. Vous vous connaissez tous les deux ? De vidéos sur les réseaux sociaux. Moi, pareil. Voilà, c'est ça. Jamais en vrai, quoi. Donc, sinon, c'est une façon de connaître aujourd'hui. C'est vrai. Sinon, non, on se rencontre aujourd'hui. Ça s'est passé comment, ton premier marathon, Ophélie, au Marathon pour tous à Paris ? Ça a été sincèrement difficile. Je ne peux pas dire le contraire. Mais ça rentre dans la case des aventures d'une vie pour moi. Ouais. Comme certains bons souvenirs, comme un enfant, comme voilà, il y a plein de choses qui restent des aventures d'une vie. Et faire un premier marathon quand c'est pas notre métier d'être coureur ou coureuse, ça provoque une émotion franchement à part. Il paraît que c'était le marathon violent. Le plus dur de l'histoire des marathons en France. C'était très violent, vraiment, parce que le parcours était déjà difficile. C'était mon premier, c'était le soir, il faisait très chaud. On a cumulé beaucoup de difficultés sur ce marathon. Je vais laisser les experts confirmer ou pas. En effet, c'est un cumul de difficultés. Moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Ouais. Peut-être que la plus grande difficulté, finalement, restera le fait que c'était mon premier et que j'ai stressé. Très sincèrement. D'ailleurs, je suis très impatiente de faire le deuxième. En tout cas, j'aurai la hantise et la crainte du premier derrière moi. Et ça, j'ai hâte de vivre ça. Duncan, tu l'as fait, le marathon pour tous aussi, le même qu'Ophélie. Tu confirmes, c'était très difficile ? Je confirme que pour un premier marathon, c'est pas évident. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce marathon ? Effectivement, il faisait chaud. C'est vrai qu'il y a même eu un peu une polémique un peu sur les réseaux sociaux, comme quoi il y aurait eu un problème avec l'eau, tout ça, parce que énormément de gens ont eu des problèmes un peu gastriques, se sont arrêtés. Moi, j'ai deux de mes potes, pareil, qui courent très bien. Un qui n'est pas allé au bout et l'autre qui a mis 45 minutes de plus que ce qu'il met habituellement. Ouais. Donc, il y a eu des vomis. Beaucoup de vomi, ouais. Et passage, c'est pas... On a eu ici autour de la table ou pas des vomis ? C'est le moment où je raconte. Vas-y, Ophélie. Ok. Donc, je suis allée au bout. Donc déjà, je suis très fière d'être allée au bout. Et donc, j'ai fait 4h10, youpi. Mais alors, après avoir passé la ligne d'arrivée, j'ai quelques minutes, j'ai apprécié le moment, j'ai marché un peu et j'ai blanchi. Et j'ai dit aux gens autour de moi, je crois que j'ai un petit souci. Et je me suis assise sur les marches du pont Alexandre III et j'ai jamais autant vomi de ma vie. Ah ouais, vraiment, tout est sorti et ça ne s'arrêtait plus. D'accord. Ça sortait. J'ai des copains qui sont passés à côté de moi et qui m'ont dit un peu plus tard, t'as arrosé mes chaussures. mais j'étais, et ça avait besoin de sortir. Et après, ça allait un peu mieux, mais ça avait vraiment besoin de sortir. C'était une expérience particulière. Même, effectivement, sur les... Ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être la joie d'avoir... La joie. L'émotion. Merci, Fred, c'est une belle façon vomito, de voir Duncan aussi, vomito ou pas ? Moi, pas vomito,
mais je pense que ça devrait être une fierté de vomir à la fin d'un marathon. Pour moi, ça devrait être limite, c'est un accomplissement. Ça veut dire que j'ai tout donné. Quoi. Ouais, exactement. Moi, j'aimerais. C'est la validation. J'ai déjà vu une vidéo. C'était Abderrazak Chari qui avait fait 2h07 sur marathon à Valence. Il a fait une vidéo qui a fait le tour des réseaux où il vomit à l'arrivée. Pour moi, ça veut dire ça. J'ai vu cette vidéo. Et ben, ça montre que justement, t'es allé au bout de toi-même. Et j'aimerais que ça m'arrive presque, tu vois. Et là, du coup, t'es allé au bout de toi-même parce que tu m'as dit être parti sur des bases de 2h12, mais pas avoir vraiment fini à 2h12. Ah ouais, non. Mais j'ai pas vomi à l'arrivée, donc il n'y a pas eu ce petit plus, tu vois, que t'as eu la chance d'avoir. T'as fait plus que le contrat que tu t'es mis dans la tête sur le marathon pour tous. J'avais pas vraiment de contrat, c'était un peu le kiff de la course, mais je voulais quand même partir un peu ambitieux. Ouais. Et voilà, l'idée c'était de finir un peu premier français. J'ai quand même fini premier français, donc ça reste quand même. Je suis première au vomito. C'est bien aussi. Non mais c'est bien de commencer ce podcast par raconter vos galères sur marathon et à quel point c'est une distance qui est difficile parce que c'est tout le sujet du jour. Est-ce qu'il faut banaliser cette distance ? On a eu envie de faire ce sujet suite à un dernier épisode de Safe Pace. On recevait Dorian Louvet, que tu connais d'un camp et toi qui est aussi, mon premier coach. Et qui est ton premier coach, Ophélie. Et on recevait aussi le docteur Casqua, qui est un docteur spécialisé dans le sport. Et voilà ce qu'il disait. C'est ça qui nous a donné envie de faire cet épisode aujourd'hui. Autrefois, moi, quand j'étais jeune, j'avais coché la case du 42-195. Marathon. J'étais respecté. Maintenant, pour être un soupçon respecté, il aurait fallu que je cours 180 km dans la montagne. Toujours plus, quoi. 10 000 de D+. D'accord. Et ça, le corps s'adapte pas suffisamment rapidement pour beaucoup de sportifs amateurs. Il a besoin de temps. Le turnover du collagène, c'est 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, un appareil locomoteur se renouvelle en 3 ans. Donc, grosso modo, on ne devient pas marathonien avant 3 ans sans risque. Après, il y a tous les cas de figure. Parce qu'il y a dit, ouais, mais moi, j'y suis arrivé en 1 an. Ouais, mais le mec, il faisait du foot. Là, donc, il avait un appareil locomoteur validé. Après, on peut faire des... Mais sinon, il faut prendre du temps. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Ophélie, de ce que dit le docteur Casqua ? Alors, je suis complètement d'accord avec lui, puisque j'ai mis 3 ans avant de courir mon premier marathon. Ah ouais. Et alors, j'ai fait des courses avant. J'ai fait des 10K, j'ai fait des semis. Et au bout de 3 ans, je me suis accordé cette distance de 42 km. Mais je regrette pas du tout d'avoir fait comme ça. Je me sentais complètement prête, légitime et en accord avec mon corps. Tu faisais aucun sport avant ? Si, je faisais beaucoup de sport et je suis de nature très sportive. J'étais en sport-études. J'étais en sport-études danse. Donc, j'ai le corps qui a été habitué à la douleur et à l'intensité. Donc voilà, en tant que runneuse, vraiment, je démarrais de zéro avec une base d'un corps qui connaissait l'effort. Voilà. Okay. Duncan, ça reste difficile pour toi un marathon ou c'est une balade de santé ? Difficile, ça reste dans tous les cas difficile. Je pense qu'un marathon, même quand tu fais pas la perf que tu aimerais faire, t'es quand même content quand tu vas au bout. C'est un peu une satisfaction. C'est pour ça que des fois, même si on est, je sais pas, à 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de son record, et ben, moi, j'aime quand même des fois aller au bout parce qu'en fait, il y a une satisfaction, il y a quand même la sensation d'avoir vraiment accompli quelque chose que d'aller au bout. Parce que 42 km, ça reste long pour tout le monde, ça reste... Et puis, dans tous les cas, on est quand même sur des allures qui sont... Comment vous réagissez quand vous voyez passer à la fois Ophélie Duncan et vous l'équipe, quand vous voyez passer sur les réseaux sociaux des images de gens qui se filment un peu en faisant un marathon sans avoir fait de préparation, on a l'impression que ça fleurit partout sur les réseaux et que c'est devenu banal. Qu'est-ce que vous vous dites en voyant ces images Moi, il y a un truc, je me dis un peu, j'ai l'impression que les gens, ils veulent presque un peu se la péter, se la jouer en se disant j'ai fait un marathon alors que je me suis pas entraîné. Alors qu'en vrai, dans le marathon, un peu le truc un peu qui est bien dans le fait de faire un marathon, c'est juste plutôt le travail en amont. C'est la prépa. Fait une prépa. C'est plus de la prépa qu'on doit être fier que réellement du marathon. Le marathon, c'est l'accomplissement de tout ce que tu as fait en amont. Donc se la péter, dire t'as vu, je suis trop fort, je suis capable de faire un marathon alors que je suis même pas entraîné. Bon, moi ça, je trouve ça pas ouf. C'est comment la phrase c'est le voyage est plus important que la destination, quelque chose comme ça. C'est bien résumé, Fred. Ophélie, quand tu vois après le marathon de Paris, c'était vraiment la déferlante sur les réseaux, quoi. Il y avait, on a l'impression que la France entière l'avait fait. Je pense qu'il y a, et tant mieux, je pense que parce que si ça met plus de gens au sport, c'est super. Mais je pense qu'il y a un effet de mode en ce moment, très amplifié par les réseaux sociaux, et je comprends que ça puisse faire envie parce que ce qui ressort de toutes ces vidéos, c'est que c'est quand même kiffant.
à la fin de l'avoir fait. Il y a un petit truc, je l'ai fait. Et c'est aussi un challenge qu'on peut se donner, un défi personnel. Mais c'est super qu'on fasse cet épisode aujourd'hui. Et voilà, en plus, on s'oppose parce qu'on a un pro et une amateur. Franchement, c'est pas rien du tout, quoi. Enfin, c'est très traumatisant. C'est des semaines, des mois même de préparation. Et puis après, on n'en parle pas. Mais moi, je suis assez curieuse de voir l'état de ces gens qui ne se sont pas préparés et qui ont couru 42 km. Parce que je pense qu'après la course, les jours d'après, moi, je suis assez curieuse qu'ils nous fassent leur petite vidéo pour nous donner de leurs nouvelles. Le fameux Instagram versus reality. Exactement. Parce que je peux le dire, et je l'ai pas filmé, mais je le regrette un peu. 3 jours après mon marathon, j'ai recouru 10 km à une très bonne allure et j'avais mal nulle part. Et c'était génial. Et je suis repartie tranquillement dans mes entraînements, avec mon prochain objectif, tout doux, et je me sentais super bien. Et ça compte, mine de rien. Parce que quand ça te pète le corps et les jambes pendant un mois derrière, c'est pas un super souvenir non plus. Je vais vous donner 2-3 chiffres sur l'explosion des longues distances, parce que c'est assez parlant. Plus 35% de finishers au marathon de Paris cette année par rapport à 2015. Donc en 10 ans, c'est vraiment une explosion. Selon un sondage, environ 2 600 000 Français ont déjà couru un marathon. C'est quand même un chiffre très important. Et pour l'Ultra Trail, on constate le même phénomène. L'UTMB à Chamonix, il y a eu cette année 9000 demandes pour 2500 places pour la course de 176 km. 9000 demandes. Et pour l'OCC, donc la course de 57 km, c'est 10 000 demandes pour seulement 1500 dossards. Ça t'inspire quoi, Duncan, ce phénomène d'explosion des longues distances ? En soi, de façon générale, je trouve ça bien pour la course à pied. Plus il y a un engouement pour le sport, plus il y a déjà pour nous, en soi, plus entre guillemets il y a d'argent et plus ça nous permet de nous professionnaliser. Le fait, tu vois, rien que pour le marathon pour tous, vu qu'on parlait de ça, le fait qu'il y ait énormément de gens sur les côtés, ça transcende. Je trouve ça juste, je trouve ça top en fait. Alors il y a un engouement, il y a aussi des conséquences. Je finis avec ma petite série de chiffres. Sur le marathon de Paris cette année, en 2025, le chiffre assez dingue, c'est le taux d'abandon. Il y a eu environ 7% d'abandon, ce qui représente 4000 coureurs sur les 55 000 inscrits. 7% d'abandon sur un marathon, c'est énorme. Normalement, on est plutôt sur une moyenne de 3%, selon le site Référence Trail. Et la quasi-totalité des abandons cette année à Paris, ce sont des coureurs qui n'ont pas réussi à faire moins de 6 heures, donc la barrière horaire, et qui donc ont été classés en abandon. Ça dit quand même quelque chose des gens qui s'inscrivent de plus en plus sans s'être préparés. Ça raconte probablement des gens pas assez préparés. C'est une super stat qu'on devrait plus appuyer, ça justement, pour montrer qu'effectivement, il faut s'entraîner et que c'est pas quelque chose d'inné et si facile que ça. Après, il y a peut-être un petit côté quand même positif là-dedans. C'est par exemple, je sais pas, moi, des gens comme ma mère qui va courir occasionnellement. Si elle part sur un marathon, je suis pas sûr qu'elle fasse beaucoup moins de 6 heures. Pour autant, elle s'entraîne et ça veut dire qu'il y a des gens quand même qui finalement, eux-mêmes, qui n'ont pas forcément un très bon niveau et qui se disent vas-y, c'est une expérience, je vais faire un marathon. Je pense pas que ce soit que des gens qui soient pas entraînés non plus, donc ça reste quand même. C'est pas tant le fait d'abandonner le problème, parce que la limite c'est pas très grave, ou de faire plus de 6 heures, c'est les conséquences en termes de blessures qu'il peut y avoir derrière. Le docteur Cascois, il nous racontait le syndrome du dragster, Hugo. Je sais pas si tu t'en souviens. Syndrome du dragster. Voilà, ok, alors je vais le dire. Le syndrome du dragster. C'était grosse roue à l'arrière, petite roue à l'avant, tout simplement. Il dit que l'appareil cardio-respiratoire, je te sauve un petit peu. Mais tu sais, comme il va à la piscine très tôt le matin avant les podcasts, parfois il s'endort pendant les podcasts. Les neurones ne sont pas encore tout à fait réveillés. En fait, l'appareil cardio-respiratoire, il va progresser rapidement parce qu'on fait de l'intensité, on fait beaucoup on sollicite bien le corps pendant les entraînements. Malgré tout, derrière, il y a la résistance des tissus, l'élasticité, les articulations, les os. Et ceux-là, par contre, ils vont mettre 2-3 ans à se renforcer. Et donc, si on se réfère uniquement à notre faculté à aller vite et qu'on se lance sur un marathon comme ça en 3-4 mois, c'est possible d'avoir des soucis aux articulations, peut-être, ou aux os, ou à d'autres parties du corps qui ne sont pas encore développées et prêtes pour ça. C'est notamment ce qu'il mentionne dans la vidéo avec le collagène. C'est ça, en fait. C'est le syndrome du dragster, c'est le décalage entre les muscles qui peuvent s'adapter très rapidement et les articulations, les tendons qui, eux, s'adaptent beaucoup moins rapidement. Et il disait, le docteur Cascois, qu'il avait des wagons de patients dans son cabinet qui s'étaient lancés dans un marathon quelques mois après, ou dans un ultra-trail quelques mois après avoir commencé à courir, et qui étaient tous cassés en termes d'articulation, avec des grosses conséquences. Tu as des amis autour de toi, Ophélie,
qui t'ont suivi dans ces défis, mais peut-être pas en se préparant suffisamment? Oui, alors c'est marrant parce que ça fait des petits, clairement, et ça, je pense que c'est le truc positif à retenir. Je suis d'accord avec toi. Tant mieux qu'il y ait un engouement autour de la course. Je le disais tout à l'heure, mais si ça peut permettre à plus de gens de se mettre au sport, on sait à quel point le sport est bénéfique dans une vie, pour la tête, pour le corps, pour tout, quoi. Donc, et puis c'est un exemple pour les enfants. Enfin voilà, moi je suis aussi beaucoup dans ce discours-là. Donc ça, c'est vraiment le truc positif. Et après, je vois en effet que maintenant, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, peut-être même plus que les coureurs professionnels, parce qu'il y a un côté plus accessible avec moi, de se dire, c'est pas son métier, donc si elle le fait, je peux le faire aussi. Et on me demande comment on démarre, qu'est-ce qu'on achète comme équipement, quelle course on peut faire, combien de fois par semaine il faut courir. C'est vraiment des questions de base. C'est un truc global qui est assez génial à vivre, surtout quand c'est la première fois. Et donc voilà, moi je conseille de le faire comme ça et vraiment pas d'aller trop vite. Je pense que c'est gâché sinon. Duncan, 3 conseils à quelqu'un qui veut se lancer dans la longue distance. Être patient, déjà le premier, j'imagine. C'est toujours un peu difficile parce que forcément on a envie que ça paye rapidement. Je pense que ça c'est juste humain. Un deuxième conseil, je sais pas, j'ai envie de rester sur être patient. Je trouve que c'est vraiment le conseil. J'ai presque pas envie d'en donner d'autres, mais si, s'entraîner du coup, forcément. C'est s'entraîner régulièrement. Plus que de se dire, allez, aujourd'hui j'y vais, je me donne à fond. Non, c'est jour après jour, mais finalement ça revient avec être patient. Donc voilà. Et un troisième conseil, allez, on va rester sur 2 là. Fred et Charlotte, vous coachez pas mal d'athlètes, notamment sur triathlon longue distance. C'est quoi les conseils que vous donnez à vos athlètes que vous encadrez pour éviter les blessures? Déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup qui grillent les étapes? Ouais, alors déjà, je pense que si on revient un petit peu en arrière, on trouve aussi pourquoi est-ce que tout le monde grille les étapes. C'est un peu la source de motivation de tous ces athlètes néophytes, débutants qui veulent se lancer sur la course à pied. C'est quoi leur source d'inspiration? Comme on l'a dit, c'est toutes ces vidéos de gens qui passent la ligne en faisant des marathons, des ultras, et on voit donc des gens hyper épanouis, contents, qui ont ce sentiment d'accomplissement. Et donc, on se réfère à ça, alors que on doit chercher de la progressivité. Donc, c'est ça aussi les conseils que tu donnais Duncan, la patience, la progressivité. C'est pas ce qu'on voit sur les réseaux. Donc, il y a une c'est déformation, dommage, en fait. Est-ce qu'il faut se filmer en courant un marathon? Est-ce que finalement, on met pas les gens en danger qui regardent, qui pensent que c'est facile, alors, sans montrer tout ce qu'il y a derrière, toute la préparation? La source d'inspiration, elle est bonne, elle est saine. C'est juste qu'il faut regarder le parcours effectué de tous ces gens qui nous inspirent pour se dire, OK, ça, c'est ma source d'inspiration. Donc, il y a un chemin à parcourir pour arriver jusque-là. C'est pas 2 mois de course à pied, c'est 3 ans. Et là, OK, on est dans les clous. Et en plus, c'est dommage de griller les étapes parce que c'est sympa aussi de faire un 5K, un 10K, un semi. C'est cool, en fait. Ça permet de faire des erreurs, ça permet d'aller vite. On peut se challenger sur d'autres facultés que juste être finisher. On peut essayer d'améliorer son chrono. Et on découvre un peu la course à pied, l'ambiance. Et finalement, ça permet d'avoir des objectifs intermédiaires jusqu'à cet objectif final qu'est le marathon. Charlotte? Moi, je pense qu'il faut se fixer des objectifs atteignables. Chacun est différent et chacun démarre d'un point de départ différent. Donc, effectivement, respecter. Moi, je pense que la règle numéro 1, c'est la progressivité. Commencer très progressivement. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire on commence le premier mois, on fait 20 km par semaine, le deuxième mois, on va en faire 30, etc. On va monter progressivement. Augmenter progressivement en charge, que ce soit en volume ou en nombre de séances, et être régulier sur sa pratique et patient pour se laisser le temps de progresser, pas griller les étapes. Et ça, je pense que c'est le point numéro 1 à respecter. Non, moi, je suis assez d'accord là-dessus. Et puis après, pour tout ce qui est un peu plus la récompense et l'ego, si jamais faire un marathon en ultra-trail, c'est trop simple, venez faire du swimrun, vous allez voir. et tout de suite, ça sera moins traumatisant parce qu'il y a la natation, c'est un sport porté et ça aide beaucoup. Et il y a des distances marathons sur le swimrun. Il y a des distances marathons. Notamment la fameuse course Otilo en Suède, qui est le championnat du monde de swimrun. C'est quoi le format Otilo? Donc ça, c'est encore plus long même, c'est 60 km à pied et 10 km dans l'eau. Donc c'est... Voilà. Pour le coup, ça rejoint quand même la longue distance. Ça rejoint la longue distance. Mais c'est un peu un sport porté au milieu avec l'eau, donc c'est moins traumatisant. Ça te tente, Ophélie, ça un marathon plus 10 km de nage? C'est à ce moment-là que je dis que j'aime pas trop nager. Je plaisante. Je crois que c'est le problème de beaucoup d'amateurs. La natation, c'est en général Non, c'est vrai, c'est porté. C'est vrai que c'est pour le coup, c'est un sport super agréable et très détendant, je trouve. J'ai pas encore choisi de l'associer à la course, mais franchement,
pourquoi pas. Mais tu vois, mon premier réflexe va être de te dire, il faut que tu m'aides. C'est-à-dire que, et c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé le running, c'est que on sait tous courir. On sait tous marcher, donc on sait tous courir. Ouais. Et en même temps, il y a tellement de conseils à prendre. Justement, le meilleur conseil qu'on t'a donné, c'est quoi ? Le meilleur conseil qu'on t'a donné au final ? Alors, comme il est venu ici, je peux en parler, j'ai commencé mon coaching avec Dodo, avec Dorian Louvet, et il a été génial. Et il m'a dit 2 choses super importantes. 3. Bon, la première, c'est la régularité. Et il m'a un peu challengé au début. Il m'a dit, tu vas pas commencer à me dire que tu as un boulot, des enfants, etc. Je le sais. Mais si tu veux qu'on aille au bout de l'aventure, il faut que tu sortes 3 fois par semaine et tu vas voir, tu vas y arriver. Et j'ai des enfants, il y a un boulot et j'y arrive. Donc, et je suis pas meilleure que les autres. Enfin voilà, c'est un truc de volonté aussi et puis d'organisation. Mais c'est possible et vraiment, et ça fait du bien. Donc c'est la première chose que je veux dire. Donc il m'a dit, c'est ce que tu disais, la régularité. La deuxième chose, c'est que le corps, il est assez étonnant dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'à la fois, je me suis vue très vite progresser et donc ça a été galvanisant. Donc ça m'a beaucoup porté aussi. Et en même temps, il m'a dit, un jour, si je suis pas là et que tu sens la moindre douleur, Ophélie, fais-moi la promesse de t'arrêter. Et il faut vraiment pas forcer le corps. Pas appuyer sur une blessure. Pas appuyer sur une blessure. Si on sent qu'il y a un truc qui va pas. Et voilà, et il y a quelques fois où en effet j'ai senti un truc bizarre. Attention, c'est pas la même chose que d'avoir des petites crampes. Hein. Oui. Et il faut savoir se faire mal. Ou que de vomir. Voilà, ou que de vomir. Parce que derrière, après, quand on vomit, on va mieux. Mais voilà, franchement, j'ai trouvé ça étonnant qu'un coach, une des premières choses qu'il me dise, c'est si tu as la moindre douleur qui est bizarre, que tu comprends pas, tu t'arrêtes immédiatement. Et je le remercie pour ce conseil. Et tous les deux, on est allés loin et allés fort, quoi. Duncan, est-ce que ce conseil-là rejoint juste pour appuyer, rejoint la régularité, en fait. Ne pas s'arrêter, c'est vraiment le meilleur signe pour progresser. Et la blessure, forcément, c'est un arrêt, donc faut l'écouter. Ouais. Duncan, est-ce que ça a un intérêt dans un entraînement marathon ou longue distance ou trail, peu importe, d'ajouter aussi du vélo, d'autres types de pratiques de la natation, non mais d'autres types de sports pour peut-être soulager aussi un peu les articulations. Ouais, c'est sûr que ça se fait pas mal sur marathon, ça se fait pas mal, les sports justement portés où il y a poids, où il y a pas de choc. Tu le fais toi? Ça permet un peu de vélo. Ouais. Après moi la natation je coule, hein, donc j'évite et puis il y a un truc j'arrive pas. La natation, ça manque de ludique un peu. On parle à personne, on a la tête sous l'eau, on peut pas profiter du paysage. Ouais, enfin, quand tu Là, j'allais dire, il exagère parce que il y en a beaucoup de gens qui disent c'est chiant courir. Quand tu fais 2,09 au marathon, tu vas pas me dire que tu parles. Non, je parle pas. En général, je vois rien de ce qui se passe autour. Hein. J'ai la tête focalisée sur les pacers devant. C'est vrai que je profite moyen non plus, mais non, mais je suis pas très bon en natation, c'est tout en fait. Non, mais le vélo. Il met en pratique son conseil numéro 1, c'est la patience. En natation, il faut prendre le temps une fois par an d'abord et après. Chacun son sport. Et se faire accompagner par un coach, par un kiné, etc. Même quand on est athlète amateur, voire même débutant, ça peut avoir du sens. Je pense que c'est même essentiel. Déjà, effectivement, parce qu'il va avoir le recul que t'as pas, justement, par exemple, par rapport aux blessures. Parce que c'est vrai qu'on a tous tendance, moi le premier, à avoir une petite douleur. Et quand t'as des objectifs, tu te dis, c'est pas grave, j'ai une petite douleur, je continue à y aller. En plus, je suis un spécialiste pour ça, un peu essayer de forcer sur les douleurs. Parce qu'il y a quelques fois où forcément, tu sais juste le tendon qui est un petit peu inflammé ou c'est pas très grave. Et puis, il y a une fois où d'un coup, t'as une douleur au sacrum. Et après, 3 semaines après, t'as une fracture de fatigue. Et on a quelqu'un qui a une fracture de fatigue au sacrum, là. J'ai eu les deux côtés. T'as eu les deux côtés? Ouais, les deux côtés. Donc on va pouvoir en parler. 2 mois sans courir, limite t'as mal en marchant, c'est horrible, quoi. Alors après il y a un sujet quand même, c'est que pour avoir un coach, il faut avoir les moyens de se prendre un coach. Tous les athlètes amateurs n'ont pas forcément le budget à consacrer pour payer un coach personnalisé. Est-ce qu'il y a des alternatives au coach perso? Après, moi, je trouve que ça, c'est un peu comme l'organisation familiale. C'est, en fait, si on veut, on peut se donner les moyens. Et je trouve qu'en fait, se faire encadrer, c'est probablement éviter des blessures, c'est-à-dire des rendez-vous chez l'ostéo, chez le médecin, etc., qui sont aussi coûteux. Et finalement, oui, alors c'est un budget à investir, mais pour profiter de sa pratique pleinement, sans problème. Donc c'est... Mais c'est vrai qu'il y a des alternatives, hein, bien sûr, sur des plans qui sont peut-être moins des plans d'entraînement moins chers, ou voire aujourd'hui, faut peut-être pas dire ça, mais tu demandes à ChatGPT de te faire un plan d'entraînement, il t'en fait un.
Est-ce qu'il sera aussi bien que le tien? Je sais pas. Joker. En même temps, je demande ça à un coach. C'est vrai que c'est mieux que rien. Ouais. C'est mieux, voilà, exactement. Si t'as pas les moyens et que tu sais pas où commencer, et ben c'est vrai que c'est toujours un plus. Après, l'avantage effectivement, ChatGPT aura pas le recul qu'un coach aura. Il te dira pas de t'arrêter si t'es blessé, quoi. C'est ça. Et à l'inverse, un peu moins personnalisé. Et puis surtout, quand on dit ChatGPT, on dit Internet. Et puis sur Internet, il y a à boire et à manger. On sait plus. Il y en a qui disent l'inverse de ce qu'a dit l'autre juste avant. C'est un peu ça la difficulté. Alors qu'un coach, vraiment, il va t'écouter. Il prend en compte tout ton passé, ton futur, tes objectifs, tes ambitions, tes sensibilités et même tes émotions, j'ai envie de dire. Donc, après, c'est vrai qu'il y a des tarifs pour tout. Donc, Et c'est vrai qu'un coach, c'est important même au-delà de ça, parce que tu disais tout à l'heure, Félix, on sait tous marcher, on sait tous courir. Je suis pas totalement d'accord, en fait, au final, parce que courir... il y a courir et courir. Il y a courir et courir, quand même. Et on voit quand même, un des premiers problèmes, c'est savoir respirer quand on court. Et ça, ChatGPT, tu peux lui demander ce que tu veux. Il va commencer à t'expliquer tout un tas de choses. En fait, il n'y a pas vraiment de manière particulière de respirer. C'est un peu chacun la sienne, mais c'est bien d'avoir quelqu'un à côté qui t'aide pour trouver ta bonne façon et te guider là-dedans. Et donc, le coach aide c'est beaucoup exactement là-dessus. ça. Je vais totalement dans ton sens. On sait tous marcher, tous courir, mais en fait, faut pas trop croire ça parce que c'est encore autre chose l'effort. Pour répondre à ta question sur l'accessibilité au coach, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il y a la possibilité de faire un petit entre-deux, se l'offrir si on n'a pas les moyens de le faire sur une longue durée, se l'offrir au moins un mois ou deux, franchement, ça donne quelques bonnes idées. Voilà, ça peut être un entre-deux. Et il y a plein de structures qui existent. Il y a la Running Academy de Dodo, d'Orient Louvet. Il y a My Tribe de Charlotte et Fred. Il y a Campus Coach, plein d'autres. Voilà, mais évidemment, My Tribe, moi, j'ai un attachement particulier parce que c'est eux qui me coachent. Mais c'est pas facile. Tu coaches, toi, d'un camp, pas? Moi, je coach pas. Non. Tu coaches pas? Non, je coach. Tu te sentirais pas de faire ça? Je pense pas que je sois forcément très bon là-dedans. Donc, si t'as mal à la jambe, continue à courir. Voilà. Ouais, à partir de 250 km par semaine, on va peut-être réfléchir un peu, mais pour l'instant, vas-y. Ouais, je pense que je serais un peu exigeant avec ça. Tu cours combien par semaine d'un camp? En prépa, entre 230 et 250. Au Kenya, c'est ce que j'ai fait par exemple toutes les semaines avant Séville. Donc c'est juste monumental, quoi. Ophélie, toi, t'es sur combien à peu près? Oui, je vais rassurer les gens. On peut faire un marathon et que ça se passe bien et se sentir prête. Moi, j'ai fait l'année qui a précédé le marathon, j'ai fait 1500 km. Donc ça fait entre 120 et 150 km par mois. Donc 25 à peu près par semaine, 25-30 par semaine. En moyenne, entre 30 km par semaine. Et à l'approche du marathon, en revanche, jamais moins de 42 km par semaine. Enfin, je faisais jamais moins que la distance marathon par semaine. Mais jusqu'à 2 mois avant le marathon, je m'en sortais très bien en faisant 30-35 km par semaine. Okay. Et je suis arrivée, je me suis sentie prête à l'arrivée, quoi. Donc voilà, faut rassurer aussi, il y a distance de pro et il y a distance d'amateur, parce qu'à un moment, il y a juste une capacité à faire. Et voilà, c'est déjà, si vous sortez 30-35 km par semaine en étant amateur, c'est déjà très bien. Hein. Alors on l'a dit, hein, les réseaux sociaux, Instagram, Strava, etc., ça aide pas forcément pour la banalisation des longues distances. Ça a tendance à nous laisser penser que c'est facile et qu'il suffit de s'inscrire et de prendre son téléphone. Mais il y a aussi des créateurs de contenu sport qui essayent de faire l'inverse, de sensibiliser de plus en plus les gens, de leur expliquer ce qu'on fait un peu aujourd'hui, qu'il faut pas griller les étapes. Notamment un jeune homme qui s'appelle Nico Pierry. On va juste écouter ce qu'il a dit dans sa dernière vidéo. Depuis octobre que je me suis lancé sur les réseaux, je parle quasiment exclusivement de marathon parce que c'est mon focus sportif et je reçois une tonne de messages de gens qui me disent « J'ai jamais couru ou je m'y suis mis il y a 1 mois et demi, je vais m'inscrire à un marathon cette année. » Et à chaque fois, je donne la même réponse, mais c'est difficile de donner une réponse générale parce que chaque cas est spécifique, mais en fait, ne faites pas ça. Parce que si vous êtes un très gros sportif, que depuis votre plus jeune âge, vous faites du sport, vous n'êtes jamais arrêté, vous n'êtes jamais blessé et que d'un coup, vous dites « Allez, je mets à la course à pied, je me fais un marathon », dans l'absolu, si vous vous donnez 1 an, si vous êtes un bon sportif, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Mais si vous êtes plutôt le profil où vous avez arrêté le sport après les études parce que travail, vous mettez en couple, etc. et que pendant 3, 4, 5, 10 ans, vous faites pas de sport et vous vous dites, bah tiens, je vais me remettre en forme et pour me motiver, je vais m'inscrire à un marathon, mauvaise idée. Si je dois donner une fourchette de temps entre le moment où vous mettez à la course à pied et le moment où vous vous inscrivez, encore une fois, ça dépend du background sportif, mais honnêtement, je vous donnerai 2, 3 ans minimum. C'est marrant, hein, c'est la même durée qui revient partout là. Les 3 ans, ça revient beaucoup. Les 3 ans entre le début de la course à pied
et le premier marathon. Je voulais dire, effectivement, c'est pareil, il y a certaines personnes qui n'ont jamais fait un marathon, mais qui ont fait énormément de vélo, énormément de marche, énormément... En fait, ça joue énormément aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop se comparer aux autres en se disant, moi, je vais me faire un marathon parce que lui, il a fait ça, il a réussi. Bah non, vous n'avez pas eu la même vie en amont, donc c'est différent, quoi. Alors, au-delà de tout ce dont on a parlé depuis le début, sur la progressivité, sur le risque de blessure, etc., il y a aussi une forme de désenchantement de la distance marathon, qui avant, comme le disait le docteur Casco, a été le Graal ultime à aller chercher, qui aujourd'hui... Ultra trail aussi. L'ultra trail, c'est-à-dire que même maintenant, un ultra trail, parfois on se dit, oui, bon... courir sans bornes, bon, vous partagez un peu ce désenchantement aujourd'hui? Alors, moi, j'en suis pas du tout à ce point, parce que pour moi, c'était déjà incroyable de courir 42 km, et ça l'est toujours aujourd'hui, et je me lève encore certains matins en me disant, ouais, je l'ai fait, vraiment. Et c'est génial, d'ailleurs, de se le dire, et je n'ai fait que 42 km, mais j'ai l'impression d'avoir déjà fait quelque chose de magnifique, quoi. Donc, je me permets de resacraliser cette distance, mais bah oui, c'est sûr qu'il y en a, enfin, vous êtes là, vous avez fait des distances incroyables, et vous êtes entraîné pour une vie, quoi, mais enfin... Dans ce cas, comparons pro à pro. Mais je crois qu'il y a, voilà. Mais même chez les amateurs, écoutez ce que dit un créateur de contenu, qui est un sportif amateur, qui a fait le marathon récemment, et il partage un peu sa déception, sa désillusion sur les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est devenu banal de terminer un marathon en 2025. Tout le monde le fait. Je sais pas si je suis le seul, mais depuis le marathon de Paris dimanche dernier, mon Instagram est rempli de nouveaux finishers. Comme si c'était tout à fait normal de courir 42 km. Ça m'a fait bizarre puisque quand le marathon s'est immiscé dans ma tête la première fois, c'était pour moi l'exploit du siècle. Lorsque je rencontrais quelqu'un qui avait fait un marathon, j'étais tout de suite scotché. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait trouver ça juste normal. Et je vais pas vous mentir que je suis un petit peu dégoûté parce que c'est tout de suite moins stylé de dire que je suis marathonien maintenant. Mais surtout, ne négligez surtout pas la distance. Peut-être beaucoup de finishers, mais aussi beaucoup de souffrance. Encore bravo aux nouveaux marathoniens, c'est écrit sur votre CV jusqu'à la fin de votre vie maintenant. Duncan, Charlotte. J'allais dire, excuse-moi Duncan. Moi, je rejoins complètement ce qu'il dit parce que, bon, alors, pour le coup, j'étais athlète pro sur Ironman et on s'est mis plutôt au trail avec Fred depuis notre arrêt. Et finalement, on a mis un premier dossard sur 60 km l'année passée sur un UTMB, un trail. Et bon, 60, Maurice, voilà. Et pourtant, je m'entraîne quand même assez dur et tout, mais j'ai vraiment souffert. Et j'ai trouvé ça hyper dur. Et presque à l'arrivée, j'étais contente, mais en fait, je me dis, purée, c'est que 60 bornes, j'ai souffert comme ça. Donc, tu as ce sentiment où tu as envie d'être content, mais à la fois, ça semble ridicule d'être content d'avoir fini un 60 km, alors qu'en fait, 60 km de trail, c'est déjà énorme, quoi. Bah oui. Et le fait d'avoir des distances tellement plus élevées, 110, 160 bornes, que tout le monde fait, c'est vrai que tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de ridicule. Tout le monde, on a l'impression que tout le monde le fait, mais tout le monde le fait pas, en fait. C'est-à-dire, sur les réseaux, ça donne ce sentiment-là, mais tout le monde le fait pas, Hugo. C'est vrai je pense qu'il faut faire gaffe à toute l'atmosphère des réseaux et même de la télé, hein, en fait. Forcément, la télé, elle montre souvent l'exploit et donc le haut de la pyramide, et donc on va toujours chercher plus loin parce que quand il y en a déjà un qui l'a fait, bon bah maintenant ça devient possible et c'est plus impossible, donc on va aller chercher la nouvelle chose qui est impossible à faire, et comme tu le disais dans tes stats, il y a de plus en plus de Français maintenant qui ont validé cette distance marathon, donc on a de plus en plus proche de nous quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc c'est cette sensation-là qui donne l'impression que c'est quelque chose de facile, mais c'est parce que juste on avance dans le temps et que la course à pied est devenue plus normale dans la société, ce qui n'était moins avant, et que c'est plus accepté. Mais je pense pas non plus qu'il faille aller jusqu'à dire que c'est quelque chose de banal. C'est pas quelque chose de si simple à réaliser. J'ai une phrase que je dis souvent aux athlètes, c'est faut pas confondre je m'inspire et je me compare. Et en fait, tu vois, tu peux t'inspirer à un moment donné au début de ta prépa parce que tu veux aller dans une direction, tu as le Graal au bout du tunnel, et après c'est fini, quoi. T'as plus besoin de te référer à d'autres personnes, c'est tes sensations, toi. T'as pas besoin de te comparer, tu franchis la ligne, t'es arrivé au bout de toi-même. Bon bah super, le challenge il est rempli. Et puis après, tu vas aller chercher encore un autre challenge. Il y a un moment important dans Safe Pace, c'est l'interview tapis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est pour lui. Duncan ou Ophélie. Alors, non, Ophélie, il se trouve que c'est pour toi aujourd'hui.
Le concept, c'est simple. Hein. Tu vas courir sur un tapis, je vais te poser des questions et à chaque mauvaise réponse, la vitesse augmente d'1 km/h ou de 2 km/h d'ailleurs, ça dépend de mon humeur. Pour voir si j'ai bien écouté tout ce qu'on s'est dit depuis voilà, le début. En même temps, j'ai beaucoup parlé. Pour voir si tu as bien écouté, mais aussi pour apporter d'autres informations et tester ta culture générale sur le sport, évidemment. L'interview va s'arrêter très vite, je pense. On va aussi tester ton cardio et ta résistance à l'effort. Okay. Donc, je te laisse aller t'échauffer, te mettre en tenue et je te rejoins dans 5 minutes dès que tu es prête. Discutez bien et fatiguez-vous bien en attendant aussi. Hein. Il n'y a pas que moi. Duncan, je voudrais revenir avec toi sur un post Instagram que tu as fait il y a quelques semaines quand tu as appris que tu n'allais pas pouvoir participer au championnat d'Europe de marathon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que à Séville, j'ai fait les minima pour faire les Europes sur marathon. 2h09. 2h09, les minima devaient être à 2h30. Okay. Y avait 5 places, donc potentiellement je pouvais être dans l'équipe. Et en fait, il y avait la deadline sur marathon pour aller au championnat d'Europe mise par la fédération était début février. Ouais. Moi, j'ai couru le 22 février à Séville. D'accord. Donc c'était après. Sauf que la deadline européenne était plus tard. Donc je savais qu'en soi, je pouvais potentiellement y aller. Donc moi, j'ai demandé aux encadrants marathon de la Fédé si c'était possible d'y aller. Et le directeur technique, finalement, a dit non, on a mis telle deadline, donc on ne changera pas. Alors qu'en fait, il suffisait qu'ils disent oui et j'allais au championnat d'Europe. Et moi, je trouve ça dommage qu'on n'encourage pas. Mais en fait, sachant que, pardon, il faut le préciser, d'un camp, ils sont partis du coup à 4 sur 5 places, c'est-à-dire que la France avait le droit d'emmener 5 représentants au championnat d'Europe. Et finalement, ils sont partis qu'à 4, donc il restait une place libre qu'ils auraient pu remplir. Exactement. Finalement, ils sont partis qu'à 3 parce qu'il y en a un qui était blessé. Voilà. Mais oui, effectivement, alors qu'il y a un classement par équipe qui compte, qui est important et que moi, j'étais en forme. Donc c'est vrai que c'est presque se mettre des bâtons dans les roues. En plus, c'est pas comme si ça allait leur coûter cher parce que c'était pas très loin. Donc... Mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu en triathlon et c'est vrai que j'ai la même réaction que toi. Je trouve ça vraiment dommage de se priver d'un athlète. Un athlète qui est en forme, on ne sait jamais comment il va performer sur un championnat. Et puis voilà, c'est à côté, le coût n'est pas forcément important. C'est dommage de se priver d'une chance, quoi. Tu l'as mal vécu ? Moi, c'était assez dur. Moi, après Séville, la plupart des gens font une coupure. Et moi, quand j'ai su que potentiellement je pouvais aller aux Europes, je me suis dit, non, je ne fais pas de coupure. Je vais essayer de surfer sur cette forme. Donc, j'ai essayé de continuer à m'entraîner, alors que psychologiquement, c'était quand même, je venais de faire 6 semaines au Kenya, où j'avais fait entre 240 km toutes les semaines, où finalement, c'est un entraînement qui est quand même assez difficile et que j'allais continuer ça 1 mois et demi de plus. Et moi, j'étais prêt à ça parce que un championnat d'Europe, en fait, la raison pour laquelle on fait du haut niveau, c'est pour représenter la France. Donc, moi, quand j'ai su que j'allais pas être pris, forcément, je me suis dit, vas-y, je coupe, quoi. J'ai eu du mal à refaire un peu des séances derrière et forcément, après, la forme, elle redescend un peu. Donc, oui, c'est difficile. Et c'est là que je trouve que la Fédé ne se rende pas compte, mais à tous les niveaux, comme aux Jeux Olympiques, où il y a des athlètes qui n'ont pas été pris parce que la Fédé avait mis des minima plus durs. Tu te rends compte qu'à Paris, il y a des athlètes qui étaient sélectionnés sur 1500 mètres, sur différentes distances, et qui ne sont pas allés, alors que juste parce que la Fédé a dit non, nous, on veut exceller, donc on a mis des critères un peu plus difficiles. Alors qu'en soi, ça leur coûtait rien, c'est à Paris, c'est la France. Les gens, dans tous les cas, même si les gens ne vont pas en finale gagner, ils ont une politique de médailles en disant nous, on veut prendre que ceux qui potentiellement sont médaillables. Ça n'a pas très bien marché sur les JO en athlée, la politique de médailles. En plus, mais surtout qu'en plus, ces athlètes qui n'ont pas été pris, des fois, ils sont jeunes. 4 ans plus tard, c'est peut-être exactement de l'expérience, de la motivation. On sait à quel point c'est dur, à quel point l'aspect mental, il est important. Et le fait de ne pas prendre un athlète, ça le tire vers le bas. Donc, moi, je ne comprends pas cette politique. Là, il y a aussi... Fred, toi, tu as fait 2 fois les JO en triathlon. C'est souvent une polémique, qualifié, pas qualifié. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont le niveau pour être qualifiés et qui finalement sont pas pris et qui sont peut-être plus forts ou un tout petit peu seulement moins forts au même niveau que ceux qui sont qualifiés. Mais là, c'est vrai que sur des qualifs comme ça, que ce soit championnat d'Europe ou JO, il faut trancher. Mais je me dis que peut-être qu'une fois lancé, les textes entre guillemets interdisaient le sélectionneur de prendre quelqu'un en dehors de la date et s'il le faisait, il s'exposait. Et là, c'est fini, en fait. Si tu prends quelqu'un, si tu respectes pas les critères à la lettre, après, tu peux te faire défoncer sur les prochaines sélections dans 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. C'est quoi, du coup, les prochains objectifs d'un camp ? Est-ce que tu peux nous livrer tes secrets ? En juin, je pars pour le record du monde de kilomètres parcourus en courant sur 30 jours, sur 1 mois.
en faisant le Tour de France, ouais. Donc là, attends, c'est une exclue safe pace, là. Ouais, exclusivité safe pace, ouais, d'accord. Voilà. Alors ça va se passer comment? Dans l'idée, je pars de chez moi, de Grenoble, et je relie un peu toutes les grandes villes en faisant le Tour de France. Donc je fais Grenoble, Valence, après je descends en direction de Marseille, Toulouse, Bordeaux, je remonte vers la Bretagne, Lille, Paris, je vais à Strasbourg, je redescends sur Lyon. Et tu vas courir combien par jour? C'est quoi l'objectif? Dans l'idée, je vais courir entre 100 et 120 km par jour. Ah ouais. Rien que ça. Pendant 30 jours. Plus de 3000 km sur 30 jours. Ouais, plus de 700. On a dit on arrête de banaliser. On arrête de banaliser. Alors attention, je m'adresse aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Ne banaliserons pas le fait de courir 130 km par jour pendant 30 jours. Seulement des athlètes très entraînés peuvent le faire. C'est un record du monde. C'est un défi. Le record actuel, il a combien? Le record actuel est à 65 par jour, officiellement. Ah oui, donc là, c'est vraiment... c'est beaucoup plus. Donc tu veux exploser le record? Ouais, dans l'idée, je veux, parce que je pense qu'il y a de la marge à ce niveau-là. Et que quitte à le battre, autant faire un vrai... Est-ce que tu as fait des séances ou des semaines à l'entraînement qui t'ont laissé penser que vraiment ça allait passer facile? Genre ton séjour au Kenya? Non, mais il y a pas mal de personnes qui m'ont dit de toute façon, s'il y a un record comme ça, c'est à toi d'aller le chercher. Parce que c'est vrai qu'en termes... Non, mais en termes... j'ai déjà fait quand même un ultra-trail. Donc je sais ce que c'est que de courir 125 km. Et sachant que là, il y aura beaucoup moins de dénivelé que sur un trail. Puis une intensité bien moindre aussi. Tu vas être à... L'idée, c'est de courir à une allure à laquelle je vais créer le moins de fatigue possible en allant quand même le plus vite possible pour rentrer dans la journée. Parce que... C'est-à-dire quand tu fais 120 km... mais c'est-à-dire ton allure du coup? L'allure, je pense qu'en moyenne, j'espère courir en moyenne à peu près à 12 km/h, rarement dépasser les 15 km/h. Et post-prandial, juste après le repas, être peut-être à 10, 10,5, 11 pour pouvoir digérer en même temps que de courir. Après, on va faire le tour des marchés locaux en fait, de France. Il y a un petit côté un peu social aussi dans le truc. C'est pour bouffer en fait. Je vais être accompagné en camping. Je vais être accompagné en camping-car. On va filmer tout ça. Ça va être on suivra ça en tout cas avec grand plaisir. Et peut-être que vous pourrez aussi m'accompagner sur une partie du. Dans le cadre du record, tu as le droit de te faire accompagner. Oui, j'ai le droit, mais c'est même conseillé. Moi, pour le record par rapport au World Guinness Book, il faudra qu'il y ait des gens qui signent et qui prouvent, qui disent que j'ai bien couru avec lui. C'est un peu comme des témoins. Départ, quelle date? Départ le 2 juin. Ok, on suivra ça. Arrivé le 1er juin. On suivra ça avec attention. Bravo en tout cas parce que c'est un objectif de fou et on te souhaite tout le succès possible. On va aller rejoindre Ophélie qui a fini de s'échauffer. C'est l'heure de l'interview tapis. Ça va Ophélie? T'as pu t'échauffer? Pour l'instant, ça va. Bon, alors ce qui est super, c'est que t'as un petit bracelet cardio, donc tout moi je vois ta fréquence cardiaque en direct. Là, où je vais décéder. On est à 135 battements par minute, on commence à 8 km/h. C'est parti, première question. À chaque mauvaise réponse, on augmente la vitesse. Okay. On va voir combien de temps tu tiens. Première question. Duncan a remporté en 2023 l'Ultra de Saint-Jacques, UTMB. Ouais. Combien de kilomètres parcourt-elle à 10 km près? Et alors, je sais pas, mais est-ce que c'est des 180 ou quelque chose comme ça? Ou c'est plus? Ah non, c'est moi? J'ai faux, quoi. Ouais, t'as faux, hein. 126 km. 126 km. Allez, 10, on augmente un peu la vitesse. Prochaine question. Entre les marathoniens et les trailers, qui s'entraîne le plus fréquemment, à ton avis? Alors, je dirais les trailers. C'est les marathoniens. Ah ouais? 15 séances par mois en moyenne, 13 pour le trail. Allez, on augmente. Elle augmente elle-même, c'est bon. Quelle part de la population française a déjà couru un marathon? 1%, 2% ou 4%? Je dirais 2%. 4%. Ah ouais, c'est de plus en plus. Sondage Odoxa RTL, Groupama, 4%. C'est un chiffre qui a beaucoup augmenté ces dernières années. On dit que dans le monde, c'est 1% des gens, mais en France, on est sur 4%. Sur 4, ok. On augmente encore un peu. On est des bons coureurs. Allez, je te mets... Est-ce que tu sais le pays où il y a le plus de marathoniens? Non. Moi non plus. Mais alors attends, c'est pas du tout stratégique ce que tu es en train de faire, parce que tu me poses des questions à moi qui ne courent pas, et du coup, tu te fatigues. Je rends ludique le moment, je pense à autre chose. Allez, tu as participé au Marathon pour tous cet été. Combien y avait-il de participants à 3000 près? C'était 20 000 et quelques. Bonne réponse. 20 240. 20 024. 20 024 dossards. Bonne réponse. Quel héros grec est à l'origine de la légende du marathon? C'est... Ça commence par un P. Je sais pas. Philippides. Le messager grec Philippides qui serait arrivé à Athènes en 490 avant Jésus-Christ en apportant la nouvelle d'une incroyable victoire sur les Perses. Il a donc couru 42 km après ce marathon. On augmente. Ah bon.
Une question très sérieuse qui concerne beaucoup de femmes, peut-être d'ailleurs que tu te sens concernée. Quelle proportion de femmes déclarent ne pas se sentir en sécurité quand elles courent? Beaucoup. C'est un gros sujet en ce moment et je suis concernée par ça. Je reconnais que je ne vais pas courir partout, tout le temps, en fonction des heures. Est-ce que c'est 25%, 50% ou 75%? Non, je dirais que c'est 75. 75%, les 3/4 des femmes se sentent en insécurité quand elles courent. Ça, tu le ressens vraiment? Ouais, carrément. Carrément, et je prends pas de risque. Ouais. Donc voilà, c'est quand même un peu bête de se faire agresser alors qu'on est en train de faire sa séance. Donc voilà, je fais gaffe à quoi? Aux heures auxquelles je sors et aux endroits où je vais. Et si je cours dans un bois, par exemple, j'y vais accompagner. D'accord. Ouais. C'est quand même dingue de se dire ça, de se dire que... Bah, c'est dingue, mais j'ai pas envie de prendre de risques. Ok. J'ai pas envie de me faire agresser bêtement. Ouais. C'est dur de répondre aux questions quand on court... mais les réponses sont bonnes, je te signale. À 11 km/h. Mais très bonne réponse, donc ça n'augmente pas. Quelle est la course la plus longue du monde? Ça doit être 250 km/h, non? Non, c'est plus, ça a été fait récemment. La course la plus longue du monde. On est très au-dessus de 250 km. C'est un truc colossal, mais en plus... je veux dire 1000, mais j'en sais rien en fait. 4989 km à parcourir en 52 jours, de 6h du matin à minuit sur la même boucle à New York City. C'est vraiment des gens qui font la ça. Sri Chinmoy Self-Transcendence 3100 Mile Race. Ouais, il y a des gens qui font ça. C'est assez dingue, mais c'est une mauvaise réponse. Dit-il tout content. Non, je rêve. On monte à 12 km/h et on est à 170 battements par minute. On arrive dans une zone un peu rouge. Combien? Courant, toujours bien. Hein. Ouais. Safe Pace, le nom du podcast, on pourrait le traduire en exagérant un peu, endurance fondamentale. Ouais. Est-ce que tu peux m'épeler fondamental en une fois sans faire d'erreur? Bah, F-O-N-D-A-M-E. N-T-A-L-E. C'est bien, t'es encore lucide. Très bien, ça n'augmente pas, ça n'augmente pas. Hilde Dossogne est une coureuse belge qui a battu l'année dernière le record du monde de marathon à la suite. Combien de marathons a-t-elle enchaîné? 100. 366. Plus d'un par jour pendant 1 an. Ça dépasse mon entendement, tout ça, c'est pour ça. Ah ouais. Là, puis là, on monte à 13 km/h. Ouais. On est à 175 battements par minute. Je te rappelle que tu peux arrêter à tout moment. Le coach, un petit conseil ou pas? Respire. Souffle bien. Respire, le pire conseil qu'on peut te donner. Il y en a un autre conseil qui est bien, c'est bientôt fini. Tu sais, quand t'es même pas à la moitié. Tu peux le faire. Non, mais c'est bien. Donc, je te rappelle, Ophélie, tu te mets pas en danger. Tu peux à tout moment t'arrêter, te mettre sur le côté et écarter les pieds. Hein. On continue. Une nouvelle discipline d'endurance va faire son apparition au prochain JO d'hiver en 2026 à Milan-Cortina. Ah. Quelle est cette discipline au JO d'hiver? Bah, une forme de trail. Je sais pas. Le ski alpinisme, c'est-à-dire le ski randonnée, en gros. C'est une mauvaise réponse. Je pense que c'est la fin de l'histoire. Hein. Ça va être la fin de l'histoire. On monte à 14. On voit si tu peux tenir une prochaine question. 182 battements par minute. Alors, on se dépêche. Allez, on se dépêche. Allez. Qui est l'athlète running la plus suivie sur les réseaux sociaux en France, hommes et femmes confondus? Oh la vache, je sais pas. Comme ça va signer la fin de l'histoire. Mais bravo à elle, en tout cas. Océane Andrea, 670 000 followers. Bravo, Océane. Bravo, Ophélie. Bravo, on est quand même monté à 14 km/h. 186 battements par minute, un effort total de 16 minutes. Alors, une réaction, Ophélie, sur ton interview tapis? Ouais, non, mais ça fait du bien. Ouais. Non, mais c'est la première chose que j'ai envie de dire. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que ça fait toujours du bien, un coup d'effort, un coup de chaud. C'est faire monter le cardio. En fait, on découvre ça quand on est amateur aussi. C'est la sensation de faire monter le cardio. Ouais. Mais par contre, je me suis bien scié les pattes parce que j'ai beaucoup parlé, beaucoup plus que j'aurais dû, rigolé. Et en plus, est-ce qu'on peut dire aussi qu'on n'est pas du tout dans une température idéale? C'est vrai, il fait chaud, c'est un studio. Non, mais tu t'en es très bien sorti. Duncan, un commentaire sur la performance d'Ophélie. 186 au cardio, on peut dire qu'elle s'est donnée quand même. Et effectivement, j'avoue qu'on est presque en thermo-room là, donc ça rajoute de la difficulté à la perf. Merci beaucoup Ophélie de t'être prêtée au jeu et d'être venue dans Safe Pace aujourd'hui. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Merci Duncan, c'était passionnant, on a appris plein de trucs. Merci à vous l'équipe, et puis moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Safe Pace. Bye bye. Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément.